Ce week-end, Kevin Jousset retrouvera-t-il le chemin de la victoire? Les blessures de Cruz et Royval, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 6 février 2025. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, c'est le retour du français Kevin Jousset. Il nous a appris que suite à sa défaite à l'UFC Paris, il voulait revenir très rapidement. Malheureusement, ce n'était pas si facile que ça de trouver un combat. Finalement, il est sur cette carte de l'UFC 312 parce qu'il y a eu un désistement. Il a donc saisi l'opportunité, bien sûr. Son adversaire, ce sera ses débuts à l'UFC. Ce n'est pas un problème pour Jousset, hein. Il explique que de toute façon, il est payé pareil. Et puis, il sort d'une défaite, hein. C'est donc un peu délicat d'aller demander quelque chose à l'UFC. Cet adversaire, justement, il y a une petite histoire avec lui. Kevin Jousset, avant de débarquer à l'UFC, il était double champion du HEX, poids welter et poids moyen. Et lorsqu'il a quitté l'organisation, c'est ce gars-là qui est devenu champion des poids welter. Alors forcément, le fait que les deux ne soient pas très médiatisés, on n'en parle pas vraiment, mais il y a quand même une petite histoire assez intéressante. Et puis son camp d'entraînement, il l'a fait comme à l'accoutumée à à la City Kickboxing en Nouvelle-Zélande. Il explique que c'est plus facile pour lui de faire tout le camp en Nouvelle-Zélande. Il est beaucoup plus concentré. Pour son dernier combat à Paris, il avait fait le début de son camp en France. Ensuite, il s'était envolé pour la Nouvelle-Zélande. Et puis, il était revenu 15 jours avant l'échéance pour se refaire au décalage horaire. Mais ce qu'il explique, c'est qu'en France, il est déjà tenté par la nourriture, ce qui n'est pas bon quand tu es en train de perdre du poids. Et puis aussi, bah voilà, il est contacté par ses amis d'enfance, il est contacté par sa famille. Alors que là, en Nouvelle-Zélande, il est vraiment dans une bulle. Et puis, en parlant de Nouvelle-Zélande, il a eu l'occasion de croiser Robert Whittaker, hein, qui est venu s'entraîner avec eux. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire de sparring parce que Robert n'est pas resté longtemps. Et dans ce court laps de temps, il n'y a eu qu'une seule session de sparring. Et l'ancien champion, forcément, a été énormément sollicité. Maintenant, il est assez confiant, hein. Si Whittaker revient dans sa salle, ils auront bien sûr l'occasion de tourner ensemble. Et on continue avec un régional de l'étape, Jake Matthews, qui n'a pas combattu chez lui depuis 2019. Ça n'a pas vraiment eu l'air de le déranger, hein. D'ailleurs, il explique que quand il a débarqué à l'UFC il y a 10 ans déjà, les matchmakers lui avaient dit c'est à toi d'aller chasser tes adversaires, personne ne va te courir après. Il y a donc un peu de cette logique. Et puis il le dit, moi cette année je veux être très actif, j'aimerais combattre 4 fois. Donc c'est surtout le timing de cette carte qui est important, plus que le lieu forcément où ça se déroule. Il a 30 ans aujourd'hui, à l'UFC depuis 10 ans comme je vous le disais. Il a souvent échoué aux portes du top 15. Il espère que cette année sera la bonne, qu'il va réussir à y faire son trou. Il estime être à son pic mental et physique. Espérons pour lui que ça le fasse. Et puis ce week-end, ils seront plusieurs de la même équipe sur cette carte. D'après lui, ça amène une motivation supplémentaire pendant le camp d'entraînement et puis une ambiance toute particulière pendant la Fight Week. On peut le comprendre. Direction les poids lourds maintenant, mais toujours un Australien, Justin Tafa, qui va affronter Talison Texera, invaincu, 2,01 m. Alors d'après ce que dit Tafa, hein, le fait qu'il soit invaincu, c'est pas un problème, hein, il n'amène rien de nouveau, c'est un style de combattant que j'ai eu l'habitude dans ma carrière d'affronter. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver un sparring partner de cette taille. Il va falloir s'adapter dans l'octogone. Et puis sinon, il a été assez court, hein. Lui, il aimerait ce week-end un bain de sang. C'est ce qu'il a toujours voulu. Et il espère que l'UFC 312 sera l'événement parfait pour ça. Toujours ce week-end, on aura Jimmy Crute sur cette carte. Il revient d'un break. On ne l'a pas vu depuis juillet 2023. Il est sur une mauvaise série, hein, 3 défaites et 1 draw. Il a profité de ce temps loin de l'octogone pour voyager. Il a été s'entraîner à droite à gauche, comme il dit, notamment en Thaïlande. Et puis il voulait aussi passer un peu de temps seul, découvrir d'autres choses. Il est de retour à plein temps à l'entraînement depuis 6 mois. La perte de poids se passe très bien. Il dit, hein, être resté en forme, avoir continué à faire du sport. D'ailleurs, s'il devait refaire un break dans sa carrière, il essaierait de se maintenir au poids, au moins de garder une forme physique. Sinon, le weight cut, hein, comme on dit, le cutting est beaucoup trop dur la semaine du combat. Il sera face à Rodolfo Bellato, un adversaire au palmarès de 12-2. Lui, Crute, il a 12-4-1. C'est donc un palmarès plutôt similaire. Mais ce qui fait la différence, hein, c'est que lui a connu un gros niveau d'adversité. Il a notamment affronté Jamal Hill ou encore Paul Craig et Anthony Smith. Ce sont des gros noms. Et puis Bellato, hein, il le décrit comme un combattant plutôt complet, mais il est confiant en ses capacités
bien sûr, de pouvoir le battre. Concernant la situation de Topuria et Volkanovski, on entend un peu tout. Ça tombe bien, chacun des deux a donné une interview. Je commence par Topuria. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est monter pour prendre Makhachev. Mais c'est l'UFC qui aura le dernier mot. Et puis s'il doit rester chez les poids plumes, s'il doit défendre cette ceinture, il pense que c'est Volkanovski qui mérite le plus, au vu de sa carrière, bien sûr. Et puis on lui a demandé si tu avais le choix entre Diego Lopez ou Movsar Evloev, qui choisirais-tu? Lui, il préfère Lopez parce que Movsar, d'après lui, a beaucoup trop de décisions et même de split décisions. Par contre, si le Russe revient avec quelques KO, il ne serait pas contre défendre sa ceinture contre lui. Et puis l'autre protagoniste de cette affaire, hein, Volkanovski, il est convaincu, c'est fait d'ailleurs, il va combattre pour la ceinture. Idéalement, il voudrait sa revanche contre Topuria, mais sinon contre n'importe qui. Il veut seulement combattre pour la ceinture et surtout il veut être actif. Et c'est vrai que la carte de Miami est une possibilité, même si pour l'instant il n'y a rien d'officiel. On va maintenant ouvrir le dossier Grant Dawson. Il a commencé par revenir sur son dernier combat, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Au mois de janvier, UFC 211, il explique qu'il se sentait imprenable contre Ferreira. Il a pris énormément confiance en son striking. Surtout, il a beaucoup travaillé dessus pour ne pas se refaire piéger comme ça avait été le cas face à Bobby Green. Je rappelle qu'il avait pris un KO assez rapidement dans ce combat. Il estime aussi être un des meilleurs à l'UFC, si ce n'est le meilleur pour maintenir ses adversaires au sol. Et d'ailleurs, hein, il souffre un peu, je trouve, d'un manque de reconnaissance et on sent que ça le touche, hein, je m'explique. Il dit que s'il avait un don daguestanais, on parlerait de lui comme de la future star et sa défaite contre Bobby Green ne serait qu'un accident, un coup de pas de chance et surtout un coup de chance pour son adversaire. Alors en disant ça, je pense qu'il est aussi assez intelligent parce que c'est vrai qu'à l'UFC, je crois qu'il a qu'une défaite, hein, il est plutôt impressionnant et il ne fait que entrer et sortir du top 15. Il a du mal à faire son trou, comme on dit. Peut-être qu'en disant ça, il pense qu'un Daguestanais va le reprendre de volée et qu'il va y avoir une petite histoire entre eux. Malheureusement pour lui, ça n'a pas pris. Après, personnellement, je trouve, c'est vrai, qu'on le voit un peu moins bon qu'il ne l'est réellement. Il est aussi revenu sur les événements de l'UFC 211, hein, lorsqu'il a appris que Moïcano remplaçait Tsarukyan pour affronter Makhachev. Ça s'est passé le matin de la pesée. Moïcano lui dit très discrètement que Tsarukyan est blessé, que c'est lui qui va être main event et va avoir sa chance à la ceinture contre Makhachev, et qu'ils vont proposer à Dawson d'affronter Dariush. Pour la petite histoire, Tsarukyan, Moïcano et Dawson s'entraînent tous dans la même salle, à l'American Top Team. Et finalement, on ne lui a pas proposé Dariush, il était donc un peu déçu, mais dans tous les cas, il s'était préparé. Il aurait accepté d'affronter Dariush, mais lui, il était préparé pour Ferreira. Et puis pour la suite de sa carrière, il veut affronter Chandler à Miami, mais il pense que l'UFC va lui proposer, d'ici 2 mois, d'affronter Benoît Saint-Denis. Il va dire oui, mais par contre, il ne veut pas faire le déplacement en France. Il veut l'affronter aux États-Unis ou en terrain neutre. Et puis, toujours d'après lui, Chandler n'a pas de lutte. Il a été soumis par Dustin Poirier et débordé dans le domaine par Oliveira, qui est très bon en JJB, c'est vrai, mais pas forcément en lutte. Et puis il explique que la lutte, si tu ne la travailles pas tous les jours, c'est le seul sport, en tout cas c'est le seul sport qui fait partie du MMA. Si tu ne le travailles pas tous les jours, ton niveau baisse. Et donc il faut que tu sois quotidiennement à la tâche. Il pense que s'il devait affronter Benoît Saint-Denis, il lui ferait la même chose que Moïcano. Tout l'enjeu du combat serait de savoir qui va envoyer le premier takedown et qui va réussir à mettre son adversaire au sol. Forcément, il est confiant que ce sera lui. Et puis, il a aussi évoqué la blessure de Tsarukyan. D'après lui, ça n'est pas une excuse. Lui, un jour, s'est bloqué le dos. Il dit c'était horrible, je ne pouvais plus bouger. Alors, combattre, je vous en parle même pas. Et puis, 2 semaines avant le combat environ, il a vu Tsarukyan arrêter un sparring parce qu'il s'était fait mal. Lui pense à l'époque qu'il s'était fait mal à la côte, mais il n'est sûr de rien. Écoutez, Grant Dawson, moi je pense qu'il peut faire de belles choses dans la catégorie. Maintenant, j'ai peur dans son striking. Je trouve que parfois il fait des choses un peu bizarres. Il a le menton un peu découvert. Par contre, c'est vrai qu'au sol, c'est du très très gros niveau. Sinon, on a Brandon Royval qui malheureusement est blessé et ne pourra pas combattre face à Manel Kape. Espérons qu'il se remette assez rapidement. Manel Kape, je vous en parlais hier, il disait que ce qui était important à ce stade de sa carrière, c'était de faire passer le sportif avant tout. Il n'a pas pu s'empêcher, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux où il laisse entendre que Royval a eu peur de lui, qu'il avait trop de pression sur les épaules et qu'il s'est effondré. Bon, c'est pas forcément le genre de sortie le plus adapté, hein, surtout quand tu connais Royval. Bon, les gens qui connaissent le MMA savent que ce n'est pas vraiment le genre du bonhomme. Manel Kape laisse entendre que Brandon Moreno pourrait être le remplaçant. Et puis on a aussi Charles Johnson qui s'est porté volontaire. Manel Kape serait aussi prêt à l'affronter. Juste pour la petite histoire, hein, Manel Kape, c'est 6 combats à l'UFC et 10 annulations. C'est vrai que pour le coup, on pourrait croire que le sort s'acharne contre lui.
Et hier, je vous montrais cette vidéo que je vous remets à l'écran de Kevin Lee qui se faisait quasiment mettre KO à l'entraînement. Forcément, il n'est pas content que ça ait fuité. Il commence par dire qu'il n'aurait pas dû avoir de pitié et vraiment envoyer ce genou. Bon voilà, il laisse entendre qu'il s'est retenu pour ne pas blesser son adversaire et qu'il va retrouver la personne qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre sa frustration, on dit toujours que ce qui se passe à l'entraînement doit rester à l'entraînement. Quand tu sors une vidéo comme ça, tu ne peux pas t'empêcher de penser que c'est forcément dans le but de lui nuire. Encore une autre blessure, Dominic Cruz qui devait faire ses adieux à Seattle face à Rob Font. Malheureusement, il est blessé. On ne sait pas s'il est remplacé, on ne sait pas si le combat est décalé. Et lui ne s'étant pas exprimé, on ne sait pas, en tout cas à l'heure où j'enregistre, s'il compte tout de même faire un combat d'adieu ou s'il va sortir par la petite porte malheureusement, ce qui est toujours triste au vu de sa carrière. Dricus du Plessis qui nous explique que le fait que Pereira soit dans le coin de Strickland, ça commence à créer une histoire entre les deux et que Alex Pereira est un combat qu'il veut. Alors, il a dit qu'il ne voulait pas monter chez les moins de 93 tout de suite. Est-ce que Pereira pourrait redescendre? Je ne sais pas. J'ai presque envie de vous dire, je ne l'espère pas tant il y a du monde chez les poids moyens et que j'ai envie que cette catégorie avance. Si Pereira descendait, tout le monde reperdrait un tour et on reperdrait 6 mois, 1 an pour voir les autres contenders. Maintenant, c'est sûr que Dricus du Plessis contre Pereira, ça peut être un combat, je pense, assez vendeur. Et puis, puisqu'on parle de ce combat, il y a une rumeur, une photo qui tourne de Sean Strickland qui aurait un petit bouton, une petite ouverture sur le bras gauche qui ressemblerait quand même à un staphylocoque. Espérons que tout ça soit faux parce que s'il est sous antibiotiques, sa prestation va forcément s'en faire ressentir. La grosse nouvelle du jour, John Jones qui a tweeté hier soir, vers 20-21h heure française, que dans 24 heures, il ferait une grosse annonce. Va-t-il annoncer son prochain combat? Va-t-il annoncer sa retraite? Ou est-ce que c'est une blague et qu'il va juste nous annoncer un nouveau partenariat, un nouveau sponsor ou qu'il va tourner dans un film? Je ne sais pas. Espérons bien sûr que ce soit l'officialisation du combat contre Aspinall. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux depuis quelques jours, mais une rumeur qui enverrait Sharafouddin Magomedov à la retraite. Apparemment, c'est totalement faux. Déjà, je vous l'ai dit, suite à l'UFC du week-end dernier, il a dit qu'il serait de retour. Ce que dit la rumeur, c'est que des médecins lui auraient fait savoir que c'était très dangereux de combattre avec un œil, que toute sa vision pourrait se détériorer et qu'il pourrait avoir de gros dommages au cerveau. Tout ça est faux, apparemment, c'est une rumeur qui n'est partie de rien du tout. Et en tout cas, je l'espère, parce que même si je ne le vois pas comme le prochain champion, je pense qu'il peut quand même nous offrir quelques combats assez divertissants. Mateusz Gamrot qui pousse pour un combat contre Brian Ortega, ça voudrait dire que Ortega monte chez les poids légers, c'est peut-être une bonne façon pour lui de relancer sa carrière. Chez les poids plumes, là, il est plutôt en dents de scie, il revient d'une grosse défaite contre Diego Lopez, il a aussi pas mal enchaîné les blessures. Je lui souhaite le meilleur et prendre Gamrot, c'est deux styles assez similaires, ça pourrait pourquoi pas nous donner un combat plutôt intéressant à regarder. Une autre rumeur, Colby Covington pourrait affronter Carlos Prates à l'UFC 314 en Floride. Ça fait du sens dans l'idée où Colby Covington vit en Floride, il n'est pas né là-bas mais il y vit, il s'entraîne. Carlos Prates, c'est un gars qui monte, c'est quand même très dangereux pour Covington de l'affronter parce que Prates, je pense qu'il va lui mettre la marche avant, il va lui rentrer dedans. Bien sûr, la lutte de Covington pourrait faire la différence, mais s'il perd contre Prates, je pense que ses rêves de ceinture vont définitivement disparaître, même si d'après moi, ils en ont déjà pris un sacré coup. Hier, je vous parlais de la rumeur Tsarukyan contre Chandler, ça n'est qu'une rumeur, bien sûr. Michael Chiesa, d'après lui, c'est faux, il le met sur Twitter, fake news. Très sincèrement, je l'espère, j'espère un adversaire mieux classé pour Tsarukyan, et puis un adversaire un peu moins bien classé pour Chandler. J'ai parlé hier de Pimblet, d'autres m'ont parlé de Dariush, on en reparlera dans la minute auditeur, mais en effet, ce serait quand même un peu plus logique. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, mais ne quittez pas, pensez à liker, vous abonner, commenter, et tout de suite, c'est votre moment avec la minute auditeur. Et la minute auditeur, on la commence avec DBRXS qui me dit « Franchement, je trouve ça abusé pour Chandler, il prend Charles Oliveira le deuxième alors qu'il méritait pas du tout, il se fait massacrer et il prend le premier. Moi, je le voyais bien prendre Dariush. Je suis d'accord avec toi, ça fait pas beaucoup de sens, j'espère que ça n'est qu'une rumeur. » Ensuite, j'ai Yann Dubin qui me dit « Pour moi, la stratégie et le style de Strickland, c'est d'avancer en boxe UK au jab et de mettre la pression, le buste et la tête en arrière, style moche mais efficace. » C'est vrai que quand tu as un seul combattant qui combat comme ça va, mais si tout le monde à l'UFC faisait ça, je pense qu'il ferait moins d'audience. Maintenant, c'est Strickland, on le connaît, un combat de temps en temps, ça va, mais c'est vrai qu'il a un style très propre à lui, plutôt efficace, il a quand même battu Adesanya de cette façon-là. Là, il vient de battre Costa, bon, c'était pas le combat le plus cool à regarder, je vous l'accorde.
Mais écoutez, on verra ce week-end si ce style peut lui permettre de s'imposer ou s'il va réussir à se réinventer. Mais se réinventer complètement, je n'y crois pas trop. Akaisuna qui me dit: j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux effets visuels dans la vidéo. Ah oui, bah ça oui, j'ai mis. J'essaye, hein, je fais des petits essais, dites-moi ce que vous en pensez. Et tu me dis: j'ai vraiment hâte de voir Zhang. Tatiana, c'est une vraie opposition, même si j'ai du mal à voir Tatiana contrôler Magnum Welly au sol. Sinon, si l'UFC donne pas le titre à Manon, c'est une honte. Manon le mérite et c'est une combattante spectaculaire. Je ne comprends pas pourquoi ils la font galérer comme ça. Alors moi aussi, je vois Zhang s'imposer. Ça peut être serré, mais je vois Zhang s'imposer. Et puis Manon Fiorot, sportivement, elle a fait tout ce qu'il fallait. Alors il y en a qui me disent qu'ils aiment la voir combattre, d'autres me disent qu'ils n'aiment pas du tout son style. Moi je trouve que ça va, elle a un style qui se laisse regarder quand même. Après c'est vrai que niveau charisme, c'est pas ça. Quand t'apprends le micro, il se passe pas forcément quelque chose. Donc je peux comprendre aussi que l'UFC recule un peu l'échéance comme ils l'ont fait avec de nombreux combattants. Je pense notamment à Ankalaev. Mais c'est vrai que sportivement, elle a fait tout ce qu'il fallait. Ced MTL Rules qui vient avec une pensée qui ne m'avait pas traversé l'esprit. Tu me dis: Chandler, je pense que l'UFC culpabilise un peu de l'attente de McGregor et veut un peu rattraper le manque à gagner qu'il a subi. C'est pas bête, j'y avais pas pensé, c'est une possibilité. Et puis Chandler, il peut toujours être spectaculaire, même si comme je le disais hier, dans son dernier combat, c'était un peu moins le cas. Mais c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, donc je vous le partage. Et on termine avec Jim qui me dit: quel intérêt d'espérer que Nassourdine n'ait pas à affronter Shimaev parce que trop dur pour lui. Je préfère un vrai numéro 2 qu'un faux champion. S'il a le prochain combat pour le titre, qu'il devient champion et que par la faute à pas de chance, il n'affronte jamais Shimaev, même s'il devient un champion dominant, on se demandera toujours s'il était vraiment le meilleur. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, je disais hier que ça serait le combat, je pense, le plus dur dans le top de la catégorie pour Imavov d'affronter Shimaev, parce que sa lutte est excellente, je reviens pas là-dessus. Mais moi, je pense comme toi, quand tu es un combattant, quand tu veux une grosse carrière, faut affronter les meilleurs, faut laisser ta trace dans l'histoire. Et je pense en effet que ce serait un manque dans sa carrière s'il n'affronte pas Shimaev, alors que les deux sont en train de monter en puissance, ils sont peut-être en train d'approcher de leur pic. J'espère que ce combat aura lieu, puis forcément j'espère que Nassourdine Imavov l'emportera, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission, j'espère qu'on se retrouve demain à 17h pour un dernier mot de cette UFC 312, et puis bien sûr toutes les actualités du jour. Merci d'avoir suivi, à demain 17h, salut.